Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Accompagnant d'élèves en situation de handicap ou tout simplement parents, voilà deux rôles où on peut se sentir bien seul actuellement. Que vivent les aidants aujourd'hui et quels sont les chantiers pour leur venir en aide à eux aussi? C'est notre question du jour. Les adolescents changent, alors pourquoi ne pas changer aussi sa façon d'enseigner? Le métier de professeur peut évoluer avec son époque et c'est ce que propose notre invité dans son ouvrage en seconde partie d'émission. Et puis comme chaque vendredi, Loïc Landreau vous déniche les meilleurs spots pour sortir avec vos enfants ce week-end au programme comédie musicale, festival et bien sûr cinéma. Mais tout de suite, on va retrouver Loïc Landreau pour faire un point sur l'actualité de l'éducation. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On revient d'abord sur les différentes annonces de Gabriel Attal sur la reconquête des savoirs fondamentaux. Eh bien, les réactions sont divergentes. Oui, à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, c'était hier, le ministre a notamment proposé de constituer des groupes de niveau en français et en mathématiques au collège pour faire progresser les élèves. Mais pour Mélanie Guenet, qui est enseignante-chercheuse en mathématiques à l'université Paris-Saclay, ce choix ne ferait qu'aggraver la situation. C'est quelque chose qui a existé il y a longtemps en France, dans les années 70. C'est quelque chose qui existe dans certains pays ou qui a existé. Et il y a eu des tas d'études en sciences de l'éducation pour savoir si effectivement c'était plus efficace ou moins efficace en termes d'apprentissage. Et il se trouve que à peu près toutes les études sont d'accord pour dire que l'effet est à peu près nul et que s'il y a un effet, ça avantage un peu les bons et ça défavorise les plus faibles. Donc en fait, on va pas du tout régler notre problème d'hétérogénéité sociale qui, dans notre système scolaire, est absolument déterminante pour la réussite. On va au contraire accroître ce problème majeur. Vous avez peur que ça ne fasse qu'aggraver les choses. Et toujours sur RMC ce matin, Vincent Jeanbrun, maire Les Républicains de la Haye-les-Roses, a réagi aux propositions de Gabriel Attal. Alors, il venait d'abord pour parler des émeutes qui ont touché sa ville au moment de la mort du jeune Naël en juin-juillet dernier. Et il a tenu à réagir sur tous ces sujets, notamment sur la question du redoublement. Pour lui, il ne faut plus laisser passer des enfants qui n'auraient pas le niveau requis. Je crois qu'il faut qu'on invente un nouveau système. Le redoublement d'avant qui vous fait perdre une année puisque vous retournez à la même année que vous venez de terminer, c'est pas bon. En revanche, passer comme ça sans aucune barrière, c'est pas bon non plus. Donc on avait proposé à l'époque, au moment de l'élection présidentielle, le fait d'avoir une évaluation à l'entrée en 6e et en fonction de votre niveau, il pouvait y avoir un sas d'entrée au collège pour réviser pendant une année complète tous les fondamentaux. Ça, je crois à ça. C'est-à-dire qu'on ne dit pas tu es redoublant, on dit ok, on va te faire un stage intensif pour que tu rattrapes le niveau. Et raccourcir donc les vacances d'été. Ça va dans le bon sens. Il y a beaucoup de propositions qui vont dans le bon sens et je m'en réjouis. Après, il faut aussi dire une chose. Je parlais de choc de confiance vis-à-vis des policiers tout à l'heure. C'est pareil pour l'éducation nationale. Quand je parle de choc de confiance, c'est évidemment qu'il y a besoin de moyens. Il y a besoin de moyens partout, tout le temps. Vous entendez tous les politiques vous dire ça. Mais d'abord et avant tout, il faut débureaucratiser et envoyer des signaux de confiance aux forces de l'ordre et aux professeurs. On revient sur ces punaises de lit découvertes dans un lycée du 12e arrondissement à Paris mercredi soir. Eh bien, l'établissement a réouvert ses portes ce matin, sauf que les enseignants refusent de reprendre le travail. Oui, parce qu'après inspection complète réalisée hier soir, ce sont en tout 14 classes et une dizaine de salles de travail et d'entrepôts qui sont infestées par les punaises de lit. Dans un mail adressé aux enseignants et aux parents, le proviseur assure que 60 classes ne sont pas touchées, donc que les cours peuvent reprendre. Malgré tout, vous l'avez dit, les professeurs refusent de revenir. Ils avaient déjà exercé leur droit de retrait hier. Ils demandent à ce que tout l'établissement soit désinfecté pour leur sécurité et celle de leurs élèves. De son côté, le rectorat assure qu'il n'y a plus de risque majeur à ce stade et que la présence et le suivi de l'inspecteur santé et sécurité de l'académie sont assurés. À savoir que ce lycée n'est pas le seul à avoir signalé la présence de punaises de lit. Des dizaines d'établissements du primaire au lycée sont touchés partout en France. Dans l'actualité également, un professeur d'italien du prestigieux lycée Masséna de Nice a été placé en garde à vue pour menace de mort et apologie de crime. Il faisait régulièrement la promotion de sa chaîne YouTube et de ses réseaux sociaux en cours devant ses élèves, sauf que ses vidéos parlent de sexe de façon très crue. Il fait aussi l'apologie des armes, des stupéfiants et de la violence contre certains membres du gouvernement. Son compte Instagram propose également des photos
où on le voit par exemple avec un pistolet sur la tempe ou bien avec un couteau sous la gorge. C'est un parent d'élève qui a d'abord prévenu le proviseur, un autre a ensuite signalé les contenus sur la plateforme Pharos. Le rectorat s'est saisi du dossier et les adolescents se sont mis petit à petit à raconter le mal-être qu'ils ressentaient pendant ces cours. Alors ils parlent de réflexions déplacées, de regards insistants, et ce sont surtout les vidéos, les poèmes et les chansons à caractère sexuel de cet enseignant qui les ont le plus choqués. Sa garde à vue a été levée cet après-midi et selon le procureur, l'enquête se poursuit. On termine avec ce qui peut être considéré comme une bonne nouvelle. Eh bien, les préadolescents passent moins de temps sur les réseaux sociaux. C'est l'information pour le moins étonnante révélée par l'étude annuelle Born Social de l'agence de conseil en marketing digital Even. 71% des enfants de 11 à 13 ans fréquentent les réseaux sociaux contre 87% l'année dernière. C'est un recul de 16 points, plutôt inattendu puisque c'est habituellement la tranche d'âge à laquelle on obtient son premier smartphone. D'ailleurs, 81% des moins de 13 ans possèdent un téléphone contre 85% l'an passé, donc là aussi ça baisse. Et forcément, les réseaux sociaux sont impactés. La plus grande baisse de fréquentation concerne Snapchat. On passe de 55 à 35% d'utilisateurs. Puis TikTok, d'environ 45% à 23,5% cette année. Et selon les spécialistes, il s'agirait d'un mouvement assez vaste lié à une prise de conscience des parents, entre parenthèses, enfin pourrait-on dire, notamment suite à la médiatisation de plusieurs affaires de cyberharcèlement. Excusez-moi, mais le chiffre est quand même assez fort. 80% des moins de 13 ans possèdent un smartphone. C'est beaucoup. Merci beaucoup Loïc. Parents au bout du rouleau et des associations qui tirent la sonnette d'alarme. Le manque d'AESH accompagnant d'enfants en situation de handicap en France devient un problème de plus en plus important au fil des années et de la situation qui malheureusement ne s'améliore pas du tout. Un des engagements du nouveau locataire de la rue de Grenelle, c'est le recrutement de 6500 nouvelles, devrais-je dire, puisque ce sont beaucoup de femmes d'AESH. Mais est-ce suffisant pour endiguer la crise de ce métier ? Que vivent et quelles sont les solutions de tous ces aidants ? On en parle tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Nadine Maudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'UNAPI. Merci d'être avec nous. Merci. Nous sommes ravis. Et Nathalie Bassière, bonjour. Bonjour. Vous êtes AESH, donc accompagnante d'élèves en situation de handicap, d'enfants en situation de handicap. Vous avez publié ce livre, Moi, AVS, qui était l'ancien nom qu'on donnait aux AESH, mais un accompagnant pour l'élève en situation de handicap. Donc on le voit tout de suite. C'est publié aux éditions Maya. Oui. C'est un métier sublime, un métier magnifique, un métier utile, dont il faut absolument parler parce que ce sont des conditions de travail très compliquées, des conditions de vie, des rémunérations, bref, tout un tas de choses qui font heureusement débat aujourd'hui. Le ministre des Solidarités, la ministre des Solidarités, Aurore Bergé, a annoncé la création de 6000 places supplémentaires de répit pour les personnes âgées et les personnes handicapées afin de permettre à leurs proches aidants de souffler. J'aimerais une réaction à cela, Nadine Maudet. Bien, écoutez, on se réjouit toujours quand il y a des mesures. Donc le répit et les 6000 propositions, on s'en réjouit. Néanmoins, ce que nous disent les familles, puisqu'on vient de faire une enquête près de 4000 par an, donc c'est quand même un échantillon important, 91% des parents nous disent que leur priorité dans la vie, donc vous entendez bien dans la vie, après leur priorité, c'est la qualité de l'accompagnement de leur enfant, qu'il soit enfant ou qu'il soit adulte. C'est leur priorité de vie. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait des gens qui soient laissés sur le bord du chemin. Et effectivement, le répit est une solution, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est que les personnes en situation de handicap bénéficient de l'accompagnement auquel elles ont droit. Quand elles sont enfants, le droit à la scolarité. Quand elles avancent en âge, le droit au travail, le droit d'habiter quelque part, le droit de se soigner, enfin tous les droits que vous et moi, on dispose assez naturellement. Qui s'appelle tout simplement et naturellement l'inclusion. Voilà, tout simplement, et qui devrait être naturel. Alors on parle de ces plateformes d'accompagnement et de répit justement. Qu'est-ce qu'elles proposent ? C'est des plateformes sur lesquelles on peut avoir les activités pour justement prendre soin de soi, de la sophrologie ? Alors écoutez, les plateformes, elles vont se mettre en place. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt... je pense qu'il y a peut-être sur certains lieux, je ne connais pas tous les dispositifs en France, il y aura peut-être de la sophrologie, mais je pense que c'est surtout des temps où toujours concernant le handicap, des temps où les familles peuvent se soigner, s'occuper de leurs autres enfants, participer aussi à des activités tout simplement. Des fois, il y a une maman qui m'a confié l'autre jour, pour moi, le répit, c'est de m'asseoir dans un canapé.
Mais oui, tout simplement. Voilà. C'est beaucoup Donc, de vous temps. voyez, ce n'est pas c'est quand même, les parents, ils sont souvent épuisés. Ben oui, bien sûr. Surtout quand ils avancent en âge. C'est ce que vous avez vécu, j'imagine, vous. Est-ce que vous continuez de vivre, d'ailleurs, parce que vous êtes toujours Oui, à l'ESH. Vous le voyez bien, les parents sont constamment, effectivement, dans cette à la fois lourdeur administrative aussi, que l'on connaît tous, mais eux en particulier. Et puis, ce besoin aussi de se dire, à un moment, j'ai besoin de souffler parce que c'est lourd. Ils sont désemparés, parfois démunis, et même parfois ils demandent un rendez-vous avec moi-même et le professeur principal ou l'instit, suivant la situation, pour trouver des solutions. Et je leur dis que parfois, il peut y avoir des déclics. Moi, j'essaye de transformer le handicap de l'enfant comme un privilège, c'est-à-dire que je le contourne. Alors, le trouble de l'attention, par exemple, il va regarder la table ou le plafond, je dis, tu regardes le prof, focus le prof, dès qu'il pose une question, tu lèves la main. Et donc, du coup, ça fait que son handicap devient un avantage. Et il arrive en juin avec des félicitations. Donc, les parents désemparés en janvier sont arrivés avec le sourire en juin. Parce que l'enfant avait réussi. Et il m'a dit, j'ai repris la confiance. On sait à quel point vous êtes importante pour eux, évidemment. Alors, on va arriver à ce point précis que sont les AESH, mais je voudrais juste parler effectivement des aidants de manière générale. C'est-à-dire pour toutes les personnes qui vivent dans une situation de handicap. On estime que 8 à 11 millions de personnes soutiennent un proche en situation de handicap. Donc, ça veut dire effectivement quelqu'un, ou âgé. Oui. Donc, quelqu'un qui, effectivement, soit est proche, soit est professionnel, effectivement, de ce monde-là. Quelqu'un qui est en perte d'autonomie ou porteur d'une maladie chronique. Et est-ce qu'on a des chiffres pour ce qui concerne les aidants des enfants en situation de handicap? Parce que les aidants, c'est assez large. On parle de votre fonction. On espère qu'elle devienne fonction publique. D'ailleurs, on va en parler maintenant. Mais on parle de cette fonction-là précisément. Mais il y a aussi, effectivement, tous ceux qui sont autour. Est-ce qu'on en a les chiffres? Vous savez à peu près? Moi, je n'ai pas vraiment les chiffres, mais je sais que là, il n'y a pas vraiment d'embauche parce que, justement, quand j'ai commencé en 2011, j'avais 12 heures par élève. Maintenant, j'en ai plus que 6. Avant, c'était individualisé. Et maintenant, c'est mutualisé. C'est-à-dire qu'on doit s'occuper de plusieurs enfants pendant le même cours. Ça va de 2 à 3, voire 4 s'il y a besoin. Voilà. Oui. Donc, ça diminue un peu de chagrin et c'est vrai qu'au niveau des heures, je sais que ça diminue énormément. Donc, il y a beaucoup, le nombre d'enfants handicapés qui sont scolarisés est en augmentation et on s'en réjouit. Après, c'est pas le tout d'être inclus au niveau de l'école. Effectivement, ce qu'il faut, c'est des moyens humains pour accompagner. Et effectivement, ce que vous dites, il faut que les moyens humains suivent, c'est-à-dire que les embauches. Alors, c'est vrai que sur les territoires, il y a aussi des difficultés pour recruter parce que le salaire n'étant pas très attractif, c'est moins qu'on puisse dire. Et évidemment, ils ont parfois du mal à recruter les personnes en fonction du nombre d'heures qui sont octroyées à l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant a besoin d'un nombre d'heures par semaine, c'est que son handicap nécessite cette compensation. Et donc, ce qui est important, c'est que les moyens qui correspondent aux besoins de l'enfant soient respectés. C'est ça qui est le plus important. On va décrypter ensemble, si vous voulez bien, toutes les trois, ce qu'est le métier d'AESH, la complexité justement de cette fonction précisément, et quelles ont été vos demandes à toutes. Je dis à toutes parce que précisément que des femmes. Et des hommes, c'est rare. Il y en a, mais c'est assez rare. Et donc, on va en parler ensemble. Mardi 3 octobre était marqué par une journée de mobilisation justement en faveur des accompagnants d'enfants en situation de handicap. Qu'est-ce qui a été demandé précisément? Il y a plusieurs choses. La première, c'est le statut de la fonction publique. Et alors là, à chaque fois, je trouve ça fascinant, fascinant, c'est pas le terme, effrayant, je devrais dire, de penser qu'en fait, le statut n'y était pas. Comment c'est possible ça? Quel était l'argument? Il y a un manque de reconnaissance qui est flagrant sur le terrain. Je veux dire, on est juste là, mais on n'est pas reconnu, notamment par parfois les parents. Parfois, les enseignants, ce n'est pas toujours le cas. Il y en a qui sont très heureux de nous avoir. Parce que quand on a beaucoup de dossiers en PAP, c'est-à-dire qui ont des besoins particuliers, moi j'ai discuté, là, je suis en 4e, sur 30 élèves, il y en a 14 qui ont un dossier. Donc les professeurs sont bien contents de nous avoir dans leur classe. Quand vous dites les parents ne vous considèrent pas, ça veut dire quoi? Il y a des moments, ça dépend comment ils pensent que quand on est avec eux, avec l'enfant, c'est-à-dire qu'ils ne font plus rien. Ou sinon, ils travaillent en même temps que nous. Et ça, c'est là qu'il y a un suivi à la maison, ça avance. Mais il y a des fois, c'est normal qu'il y ait l'AVS. Donc il y a moins de considération et moins de respect par rapport à ça. Et ça, c'est dommage, je trouve, parce que c'est quand même un privilège. Statut de la fonction publique. Franchement,
En général, je voulais juste intervenir pour dire qu'en général, les parents sont très, très heureux qu'il y ait une compensation du handicap et qu'il y ait un soutien individualisé pour leur enfant. C'est quand il manque que les parents sont mal. Hein. Je vais vous donner un exemple concret. Là, j'ai eu une maman hier. Elle a son fils qui a une AESH à l'école, il a 6 ans, c'est un petit. Ça se passe très très bien avec l'AESH. Le midi, elle arrête et comme elle me dit, elle prend sa pause méridienne et c'est normal. Le midi à la cantine, ça explose. Ouais. Parce que y a pas assez de cadre pour un enfant, il y a de l'énervement. Forcément, il est perdu. Et il est perdu. Ouais. Voilà, plus de bruit, c'est compliqué pour lui à gérer. Et voilà, et en fait, sa scolarité, tout le bien-être que lui apporte cet AESH pendant les temps scolaires, il s'effondre un petit peu. Le fait qu'il n'y ait pas d'accompagnement. Donc en général, les parents, dès lors qu'il y a de l'accompagnement par un professionnel, ils sont plutôt reconnaissants effectivement de cet accompagnement. Mais un enfant est en droit d'exiger une scolarité. Oui, tout à fait, c'est les droits. Hein, c'est un droit de l'enfant en France. Le statut des personnes en situation de handicap est, je pense, reconnu en France. Peut-être pas assez, peut-être pas suffisamment comme il le faut, mais en tout cas, il est reconnu. Ce qui me préoccupe, c'est cette dichotomie entre la réalité à l'école et en fait la réalité à l'extérieur. Comment est-ce possible que l'accompagnant d'enfants, donc d'élèves en situation de handicap, ne soit pas suffisamment reconnu? Comment est-ce possible que ce n'est que le mardi 3 octobre 2023 que se pose la question du titre, du statut de fonction publique? Est-ce que vous avez une réponse à cela? Je vous laisse répondre parce que ce statut des AESH, c'est vous qui êtes la spécialiste. Moi, je trouve que moi, j'exerce depuis 2011, donc j'ai une certaine expérience et je trouve qu'on n'a pas de reconnaissance au sein de... Mais pourquoi? Et parce qu'on est presque, on va dire, des personnes qu'on met avec un élève, mais alors, aussi, il y a... Les enseignants ont un statut. Oui. Les éducateurs ont un statut. Oui, mais justement, c'est ce qui manque. Il nous manque des statuts pour que ce soit considéré comme un vrai métier, chose qui n'est pas encore le cas. En tout cas, c'est le deuxième métier de l'éducation nationale, quand même, les AESH, au jour d'aujourd'hui, après les enseignants. Donc, c'est... Voilà. Des piliers dans la classe. C'est des piliers dans la classe. Donc, enfin, bon, voilà, ça a été discuté en tout cas ce mardi 3 octobre. Autre, effectivement, discussion, invité du journal de TF1 le 28 septembre, Gabriel Attal a annoncé un coup de pouce pour les AESH avec un bonus de 500 € sur la paie du mois d'octobre. De quoi évoquer, susciter plutôt et éveiller des vocations ou pas? Moi, je veux dire déjà merci parce que c'est déjà un bon geste. Mais est-ce que c'est vraiment vers ce qu'on aspire vraiment, c'est plus une considération des statuts, une hausse des salaires, enfin, je veux dire quelque chose de régulier, de constant. Là, c'est très, très agréable d'avoir 500 €, c'est certain. Mais c'est que sur la paie du mois d'octobre? Bien sûr. Donc, et une prime, elle n'est pas considérée pour la retraite non plus. Alors, je veux dire, c'est... Voilà, je pense que il serait même préférable d'être considéré comme un vrai métier, d'être reconnu et d'avoir le salaire qui va avec et les échelons qui augmentent un petit peu. C'est bien. Et alors, est-ce que c'est pas ça la question en fait? C'est-à-dire que si on a effectivement un vrai statut, un vrai donc du coup être reconnu, eh bien on a un salaire qui est donc beaucoup plus important et c'est ce qui fait défaut. Eh bien, tout à fait. Et une vraie formation. Et les formations, il faut savoir qu'on fait une formation de 60 heures en début. On est parachuté en classe. Donc, c'est assez difficile. À mes débuts, je m'en rappelle bien. C'est pour ça que j'ai fait le livre. Mais 60 heures, mais ce n'est pas suffisant. Alors après, il y a des formations facultatives. Et on n'a que 10 jours pour s'inscrire. Donc, il faut vraiment être à l'affût. Mais moi, je dis que ces formations faites par des professionnels de santé devraient être obligatoires. Bien sûr. Alors, on va en parler des formations. Je voudrais juste qu'on prenne point par point. Parlons du salaire, parce que le salaire, c'est quand même vraiment le cœur du problème. Ça l'est pour beaucoup de monde, évidemment. Avoir des vocations, vouloir aider, c'est essentiel et on le comprend très bien et c'est formidable. Et on est là pour vous remercier et vous bénir vraiment. Mais un salaire mensuel, il est dit qu'il est de 2200 € brut, soit 1870 € net, je vous vois déjà hiquer, pour temps plein. Mais on sait, et je le sais parce qu'on a reçu beaucoup d'AESH comme vous ici sur ce plateau, ce n'est pas du tout la réalité parce qu'un temps plein n'est pas du tout l'existence. Un temps plein, c'est 35 heures, ce n'est impossible à faire. Moi, j'ai voulu les faire. On m'a dit que je suis à 29 heures. Donc, je suis une des rares à être à 29 heures. Déjà, ça veut dire beaucoup. Parce que pour tous ceux qui nous regardent, comprenez bien qu'en général, une AESH ne peut pas travailler autant. Je vais expliquer pourquoi. J'ai demandé au rectorat d'avoir plus. Ils m'ont dit, vous êtes à 75%, c'est déjà bien. Donc, voilà. Sinon, la majorité sont passés de 18 à 24. Parce qu'ils étaient à 18. Moi, j'étais à 24. Je suis passée à 29.
c'est très bien, voilà. Mais c'est... Donc 18 heures par semaine. Par semaine, oui, voilà. oui, par là. Et il faut comprendre pourquoi 18 heures par semaine, en fait. Parce que pour ceux qui nous regardent, ils n'ont pas, en fait, cette relativité par rapport au nombre de déplacements, au nombre d'enfants que vous suivez. Oui, avant, donc on était... Moi, c'est pas mon cas, mais en règle générale, ils étaient embauchés par le Pôle emploi. Ils avaient un emploi soit de 18 heures ou de 24 heures. Et la majorité, c'était 18 heures, d'où la précarité. Moi, j'étais embauchée par l'inspection d'académie, donc j'ai eu un contrat de 24 heures dès le départ. Donc j'ai aussi le statut avec un contrat de droit public. Mes collègues ont un statut de droit privé. Donc ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'ils ont CDIsé pour que ça devienne un contrat de droit public, mais ils ont perdu leurs années, les années qu'ils ont faites auparavant. Alors maintenant, c'est au bout de 3 ans. Avant, c'était au bout de 6 ans. Et on perdait tout. Moi, j'ai rien perdu parce que j'avais un contrat de droit public. Et 18 heures, c'était la norme, 18 ou 24. Mais pourquoi c'était la norme? Parce que 18 heures, c'est en fait, on attribue, c'est ça, à une AESH plusieurs enfants qui ne sont pas forcément dans le même établissement. Non. Et donc, encore moins dans la même classe, forcément. Ça. Mais pas dans le même établissement. Et donc, il faut en plus compter les heures de déplacement. Bien sûr. C'est ça? Tout à fait. Alors, c'est pas mon cas, parce que moi, je travaille dans un collège qui a aussi le primaire et la maternelle. Mais il y en a pas mal qui font des déplacements. Et ça, c'est au grand désarroi de ces dames qui font des déplacements en plus de leur travail. Et pour un salaire qui n'est pas conséquent. On parlait d'un salaire à peu près de 835 € à 870 € pour les AESH qui sont venus sur ce plateau. Pour toutes celles que j'ai vues parler chez mes confrères sur les autres chaînes info, comment fait-on pour vivre avec si peu par mois? C'est impossible, on le sait très bien. Comment est-ce possible encore, et vous l'avez donc, vous en avez parlé bien entendu dans ce rapport, l'UNAPI, mais comment est-ce possible encore d'imaginer cette réalité ça donne de la précarité, ça donne des gens qui sont, et on les comprend, qui partent en milieu d'année scolaire parce qu'elles ont trouvé un emploi qui est plus rémunérateur, et on les comprend. Enfin, pour des enfants qui ont besoin d'un soutien réel et qui ont besoin de constance dans la pédagogie, c'est vraiment que c'est peu de considération à leur égard. Parce que effectivement, les enfants, ils ont besoin, s'ils ont une AESH, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'un soutien. Et voilà, et puis bon... sur les temps périscolaires, il n'y a pas d'AESH. Enfin, vous voyez, la vie des parents est compliquée. C'est très compliqué. Elle est compliquée parce que si le périscolaire n'est pas assuré, il faut venir chercher l'enfant le midi, revenir chercher ce soir. Enfin, vous imaginez les conditions de vie des parents. Bien sûr. Avez-vous l'impression quand même que le ministre de l'Éducation prend en compte cette situation en faisant ces annonces et ces propositions? Vous voulez dire au niveau des AESH? Oui, tout à fait. La prime, en l'occurrence, l'indemnité, qui va être aussi l'indemnité de fonction, 2529 € brut pour un temps plein, versé mensuellement au prorata, évidemment, de la quantité de travail. Vous disiez, c'est 62, 70, 80% des heures faites. C'est ça. Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté par le ministre? Moi, je dis merci pour le geste, mais ce n'est pas ce qu'on demande. Voilà, nous, ce qu'on demande, c'est du concret, que ce soit considéré comme un métier. Professeur, c'est considéré. Nous, et ça manque aussi, sur le terrain, on manque de respect. Les élèves, parfois, de la classe, ils ne considèrent pas parce qu'on n'est pas prof. Et moi, je me présente en tant que telle. Je suis AESH, mais voilà, je suis comme un professeur. Je suis un adulte, on peut se référer à moi. Je n'aide pas seulement mes élèves, je suis pour toute la classe. Mais il y a ça qui manque, c'est ce statut, parce qu'on est quoi? Je ne sais pas, on est AESH, c'est tout. Et cette formation dont vous parliez, effectivement, les 60 heures de formation qui sont faites... C'est quand même très peu, 60 heures de formation pour pouvoir... être formé sur l'ensemble des handicaps que la personne... C'est être formé aussi à la pédagogie, c'est des pédagogies spécifiques. Oui. C'est pas pareil de s'occuper d'un enfant qui a des troubles du développement intellectuel qu'un enfant qui a d'autres problèmes, par exemple des troubles autistiques. Enfin, c'est pas du tout la même approche et il y a besoin d'une formation. Ça ne s'invente pas. Une formation qui peut être décourageante parfois aussi pour celles qui décident d'entrer dans ce métier. Moi, je les ai toutes faites, les formations qui sont proposées par l'Éducation nationale. Honnêtement, ça m'a beaucoup aidée, d'où le livre, parce que ça m'a fait progresser. C'était une formation par chaque trouble. Et c'est vrai que quand on comprend comment ça se passe dans leur tête, comment ils fonctionnent, on peut les approcher de façon plus facile. Et quand on connaît, la connaissance permet aussi l'aisance dans le métier. Et je pense que, voilà, on ne peut pas traiter, comme vous dites, un profil syndrome d'Asperger comme quelqu'un qui a un trouble de l'attention.
l'attention, ou qui est dyslexique ou dyscalculique. Ça n'a rien à voir. L'approche, elle n'est pas la même. L'attente de notre part et autres. Et on doit à chaque fois s'adapter, s'ajuster au professeur, à la matière, à la classe, à l'élève. Et c'est constamment ce qu'on fait. Et s'adapter d'autant plus quand effectivement il manque cruellement des AESH en France. Parce que finalement... c'est un métier qui n'est pas attractif pour des questions de rémunération. Oui. Donc, enseignant, c'est un peu la même chose d'ailleurs. Oui, mais moins parce que là, au jour d'aujourd'hui, c'est que 900 €. C'est ça. Mais donc là, la proposition, effectivement, le gouvernement s'est engagé à recruter 6500 nouveaux AESH. Est-ce que le chiffre déjà est réaliste? Est-ce qu'on va réussir à avoir 6500 nouveaux? Question. Vous avez l'air Moi, je pense que ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien par rapport aux besoins, parce que les enfants sont de plus en plus diagnostiqués. Alors, par contre, à la MDPH, c'est long. Il faut que les parents pensent au dossier qui tarde, et qui ça peut. Faut anticiper. Faut anticiper pour les parents. Ils peuvent rater une année parce que ils n'ont pas pensé à faire le dossier à l'avance. Mais c'est vrai que ça peut être bénéfique pour nous d'avoir des collègues en plus. Mais il y a de plus en plus d'élèves. Alors, est-ce que c'est, je ne sais pas, la proportion, est-ce qu'elle est efficace ou pas? Au jour d'aujourd'hui, sur le terrain, on sait que l'éducation nationale manque d'AESH pour couvrir tous les besoins qui ont été identifiés par les MDPH. Bien sûr. Donc les MDPH rendent leurs conclusions par rapport aux besoins de l'enfant et non pas par rapport à la possibilité qu'il y ait ou pas une AESH. Et c'est vraiment collé aux besoins de l'enfant. Donc c'est pas très très compliqué de connaître après combien il faut recruter d'AESH en fonction des besoins. Alors, mais ça demande une politique du handicap qui soit chiffrée. Je peux vous dire que nous, à l'UNAPI, on le réclame tout le temps, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une politique chiffrée. Si effectivement on décide à vue, c'est beaucoup plus compliqué. Là, il faut se caler aux besoins des enfants, mais aussi dans la politique du handicap pour les adultes, il faut effectivement analyser les besoins. Si on n'analyse pas les besoins, c'est compliqué. Mais qui va vouloir faire ce métier avec les conditions de travail que vous évoquez vous-même aujourd'hui, même si effectivement il y a une indemnité de fonction qui va être versée, même s'il y a une prime qui est là, qui est versée en fonction de la rémunération, qui est à hauteur de, alors vous disiez 500 ou moi j'ai lu entre 700 et 800 € en fonction de la rémunération, même si effectivement on peut se dire qu'il y a une rémunération supérieure qui va s'opérer si on fait un temps plein, mais comment faire le temps plein, on ne sait pas, mais en tout cas dans l'absolu qui serait positif, qui va vouloir aller se proposer en tant qu'AESH? Je pense qu'il y a quand même, c'est un métier qui attire quand même. Enfin, c'est un métier, s'occuper d'enfants, de faire de la pédagogie, de l'enseignement, c'est un métier qui plaît. Voilà. Après, il faut que les conditions de travail et les conditions de rémunération et de reconnaissance soient au rendez-vous. Mais en soi, s'occuper des enfants, c'est quand même quelque chose qui plaît aux personnes qui se mettent dans ce métier-là. Il y a un fort engagement des personnes sur le terrain. On va pas dire. C'est un don de soi avant tout. Faut vraiment, humainement parlant, c'est un don de soi. Il faut aimer les enfants, mais c'est pas pour le salaire qu'on fait le travail. Ça, c'est certain. Oui, mais enfin bon, c'est pas normal. Voilà, mais c'est pour dire. Julie Declercq, coordinatrice de la plateforme de soutien et de répit Elsa, on dit aux mamans qui ont un enfant en situation de handicap qu'elles vont devoir diminuer leur temps de travail ou carrément arrêter de travailler. Les femmes sont très nombreuses dans cette position. Tout à fait. C'est-à-dire que là, pareil, je me réfère à l'enquête que nous venons de mener, il y a 41% des parents qui sont à temps partiel, alors que dans la population générale, on n'est qu'à 25%. Donc, chercher l'erreur, ça veut dire que la compensation du handicap est assumée principalement, comme vous dites, par des femmes qui mettent entre parenthèses leur carrière, qui réduisent leur activité professionnelle, qui réduisent donc qui se mettent parfois en situation de précarité parce que, bon, évidemment, quand on a un salaire et demi, c'est pas pareil que quand on a 2 salaires. Et puis, au niveau de leur retraite, évidemment, ça aura des conséquences. Et puis, la vie fait que, effectivement, on n'est pas toujours sûr de pouvoir avoir toujours un compagnon à côté de soi. Et si on est dépendant, on sait très bien que c'est une situation que les femmes ne choisissent pas. Donc, c'est la compensation du handicap et quand même beaucoup par les familles.
Je suis, si vous voulez connaître toute l'histoire de Nathalie Bassière, moi, AVS, un accompagnant pour l'élève en situation de handicap. C'est aux éditions Maya, voilà, le livre est disponible. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau pour parler des personnes, des aidants, voilà, qu'ils soient effectivement AESH comme vous ou parents, tout simplement tous ceux qui aident les personnes en situation de handicap. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que Nadine Maudet, vous êtes vice-présidente de l'UNAPI et Nathalie Bassière, donc AESH. Merci. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT d'éducation. Comment accompagner au mieux un adolescent pendant sa scolarité? Quelles sont les méthodes pour enseigner autrement, pour sortir des sentiers battus, pour découvrir une nouvelle façon de donner cours? Il vous suffit de lire ce livre, La prof qui murmure à l'oreille des ados, la méthode qui les réconcilie avec l'école et avec les parents. Je suis ravie de recevoir l'auteur, Juline Anctimbro. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Donc ce livre paru aux éditions Larousse, il est destiné à la fois aux parents, aux professeurs, mais aussi aux ados, puisqu'il y a un petit livret intérieur hyper malin, voilà, qu'on peut retrouver ici. Vous voyez? Comment cela? Dans ce petit livret, on va retrouver quoi? Mais en fait, c'est toutes les astuces et les outils que j'utilise depuis 15 ans en soutien scolaire pour faire apprendre aux élèves, pour leur faire avoir des connaissances, mais aussi des compétences. Donc, à chaque fois, on a donné des exemples précis. Exemple, mon enfant arrive avec un cours à apprendre sur Christophe Colomb. Qu'est-ce que je fais? Mon enfant a toutes ces lectures linéaires à apprendre pour le bac de français. Qu'est-ce que je fais? Etc. Donc, à chaque fois, il y a des petits exemples concrets et comment moi, quelle technique je vais utiliser. Alors justement, donc on le disait, vous êtes professeur d'histoire-géographie au CFA Simone Veil de Rouen. Vous avez créé une agence de soutien scolaire et vous formez des enseignants à la pédagogie, à la classe autonome. Dans votre livre, vous expliquez que la pédagogie finalement de la classe autonome se divise en 3 grandes parties. 3 grandes séquences, je les ai sous les yeux. Il y a le cours magistral, la vérification des connaissances et les ateliers. Tout à fait. Ça consiste en quoi exactement? Racontez-nous. En fait, l'idée, c'est que je suis allée chercher ce qui était efficace dans toutes les pédagogies que je connaissais. Autant des pédagogies classiques que des pédagogies alternatives. J'ai tout secoué et j'en ai fait la classe autonome. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'information descendante, mais on l'a réduit vraiment à son strict minimum pour que ce soit pertinent. Et puis ensuite on a la vérification donc sous forme de quiz et puis les ateliers, et 50% du temps ce sont les ateliers. 50% d'une séance de cours, les élèves sont en action. Ils sont en train de faire, ils ont un plan de travail et ils font les ateliers dans l'ordre qu'ils veulent, avec qui ils veulent et autant de fois qu'ils le souhaitent. Et c'est ça qui a tout changé, parce que les ateliers en soi, il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est la posture, c'est le fait de dire faites-le dans l'ordre que vous voulez, à votre rythme, avec qui vous voulez. Ça a vraiment révolutionné la classe. Mais c'est quand même supervisé, c'est entouré. C'est très cadré, c'est extrêmement cadré. Ils savent qu'on a tant de temps pour faire le cours. Il y a d'ailleurs un élève qui chronomètre quand je fais cours pour être sûr que je ne dépasse pas mon temps en information descendante. Ensuite, pareil, il y a 15% du temps pour faire la vérification et 50% du temps pour faire les ateliers. Il y a des responsables tous les jours qui gèrent le matériel, le temps, la propreté de la salle, les tables, les chaises, etc. Donc c'est très très cadré. Et dans ce cadre, on peut donner une grande liberté aux élèves et une grande autonomie. Et c'est ça qui est formidable. Et alors, qu'est-ce que vous dites les élèves? Parce que forcément, on a envie de savoir. Et ils sont confrontés à cette situation qui n'est pas toujours agréable d'aller en cours et d'apprendre des choses, effectivement, qui sont, on le dit, les cours magistraux, c'est quand même toujours un peu compliqué. On est passif face à sa feuille, on écrit, on gratte et après, éventuellement, on réfléchit à ce qu'on a noté. C'est assez fréquent. C'est ça. Quelle est la réaction quand vous leur proposez une méthode différente, une pédagogie différente? Ah mais ça s'allume dans leurs yeux. Moi, quand je leur présente le premier cours, je leur présente comment on va travailler, ça s'allume dans leurs yeux. Ils me disent « Waouh, mais c'est génial, on n'a jamais eu cours comme ça ». Et après, quand on le fait, la semaine dernière, je n'ai pas pu aller manger pratiquement. Ils ne voulaient pas sortir de cours. Et pourtant, j'ai des élèves qui sont en CAP. Donc pour la grande majorité d'entre eux, l'école, c'est quand même pas leur amour premier. Encore moins l'histoire-géographie, parce qu'ils sont là pour être boulanger, boucher, charcutier, etc. Ils ne veulent plus sortir de cours. Quand ça s'arrête, ils me disent « Ah, mais c'est déjà fini !» Donc ça, c'est extraordinaire. CAP, c'était un choix. Vous avez envie aussi d'aller dans un lycée général ou un autre. Quelle était votre approche par rapport au métier d'enseignant? Alors moi, j'ai commencé en lycée général. Ouais. J'en ai fait en Normandie, j'ai travaillé à Paris et je suis partie pour aller en CFA. Et je me souviens, à l'époque, mon directeur m'avait dit « Mais Madame Rowe, vous n'allez pas aller en CFA, vous allez vous ennuyer. » Et pas du tout.
C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Ce sont des élèves qui sont curieux, qui sont passionnants. Moi, j'aime le challenge. Donc, quand on me dit cette classe-là, elle est difficile, mais j'y vais encore plus avec le sourire et la niaque. Et, non, j'adore. J'adore. Et c'est des élèves vraiment qui méritent d'avoir des professeurs passionnés qui vont aller les chercher parce qu'il y en a beaucoup. Il y a plus personne qui croit en eux. Donc, heureusement qu'avec mes collègues, on est là et qu'on va les chercher, quoi. Évidemment. Oui. Quand on voit ce type de pédagogie qui fait penser peut-être aussi à Montessori, moi c'est le premier truc qui m'est venu, peut-être à Henri Vallon aussi pour ceux qui connaissent, on voit que ça fonctionne et on aurait envie de dire, allons-y, pourquoi on ne ferait pas ça dans l'éducation nationale? Quand vous allez voir des gens de l'éducation, de l'administration, de l'institution et que vous leur dites, regardez, il y a des résultats, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je ne sais pas parce que je ne les vois pas, ces personnes-là. C'est bien, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Alors, je travaille avec le rectorat de Rouen. Donc, je forme des professeurs pour le compte du rectorat de Rouen. Je forme des professeurs pour le compte du ministère du Travail, du ministère de l'Agriculture. J'étais encore dans des lycées agricoles la semaine dernière. Mais pour le ministère de l'Éducation, non? Non, j'arrive pas à les avoir. Alors le livre est arrivé, le livre est chez eux, le livre est arrivé sur le bureau normalement du ministre, de Madame Macron, etc. Mais j'essaye vraiment d'avoir une oreille à l'éducation nationale. Mais en même temps, c'est pas très gênant parce que moi, je passe par le terrain en fait. Donc je vais former directement sur le terrain. Je vais former dans des collèges, dans des lycées agricoles, lycées horticoles, privés, publics. Je vais en Belgique, je vais en Suisse, je vais au Luxembourg. Donc c'est pas. Je préfère être sur le terrain. C'est là que c'est intéressant. D'autant plus que vous avez été médiatisé parce que vous avez été nommé au Global Teacher Prize. Est-ce que ça veut dire que la vision quand même de la pédagogie se modernise, c'est-à-dire que c'est une façon aussi nouvelle de voir peut-être l'école et de penser l'apprentissage autrement, enfin l'enseignement autrement? Oui, ça c'est sûr que c'est dans l'air du temps d'essayer de trouver de nouvelles façons d'enseigner parce qu'on voit que l'école est en crise, on le sait, en crise par rapport aux élèves, en crise par rapport aux vocations des enseignants. On voit bien que c'est compliqué, que c'est une question très complexe. Et j'espère vraiment que la classe autonome, en tout cas moi j'y crois profondément, je pense qu'elle apporte des clés et qu'elle apporte des réponses. Elle n'apporte pas toutes les réponses, c'est pas l'unique voie, il y a plein d'autres pédagogies qui sont très efficaces, mais celle-là elle coche beaucoup de cases parce que... Ils se sentent responsabilisés en fait, les élèves ont l'impression que vraiment on les respecte finalement. Les élèves se sentent considérés, mais également ça sauve des enseignants, c'est-à-dire que moi j'ai des gens qui sont venus se former à la classe autonome qui m'ont dit si tu ne me donnes pas de solution, je vais démissionner. Et qui m'ont envoyé un mail 3 mois plus tard, ils avaient testé la classe autonome, ils m'ont juste dit merci. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça vient aider un peu tout le monde. À ce titre d'ailleurs, lorsque vous avez postulé au Global Teacher Prize, les candidats donc, doivent répondre à cette question. Que feriez-vous si vous décrochiez le $1 million décerné aux gagnants? Eh bien, vous avez répondu, il me semble, mon projet était d'utiliser cet argent pour développer la formation des enseignants et créer un institut pédagogique. C'est à mes yeux un véritable enjeu pour les années à venir. Et pour vous, il y avait un vrai manque à ce niveau-là pour les enseignants? Il y a un vrai manque. Il y a un vrai manque dans la formation des enseignants. Je vous donne un exemple. Fin août, j'étais dans un lycée agricole. Je demande aux gens qu'est-ce que vous attendez de ces 2 jours. Il y a des professeurs qui m'ont dit ça fait 20 ans que j'enseigne, c'est la 3e fois que je vais parler de pédagogie. Un jeune professeur qui me dit je suis allé à l'école pour devenir enseignant, j'ai été extrêmement déçu, je suis ravie d'être là avec toi pendant 2 jours parce qu'on va vraiment parler pédagogie. Et je l'ai eu encore la semaine dernière où on m'a dit enfin une formation qui sert à quelque chose, enfin on est dans du concret. Des élèves qui sont captivés par le numérique, captivés par tout ce qui se passe aujourd'hui, qui en fait en permanence ont besoin que ça bouge, qui swipent en fait, qui swipent à la fois les écrans mais qui swipent de la vie de manière générale. On passe d'un truc à l'autre, etc. On a toujours cette espèce de... Voilà, c'est une vie avec l'oreillette, enfin c'est ce qu'on connaît par cœur. Mais est-ce que justement, vous pensez-vous que c'est une source d'émerveillement quotidien et donc de posture d'apprentissage, si je puis dire, ou plutôt un frein? Non, c'est pas un frein, c'est juste cette génération-là qui est comme ça. Il faut aller chercher les solutions plutôt que d'essayer de s'appuyer en trouvant des coupables. Moi, j'essaye de trouver des solutions, c'est ça qui m'intéresse. Donc, les ateliers, c'est ça. Ça change tout le temps. Il y a une LIT, il y a 10 ateliers. Il y a autant du virtuel que du classique, que de l'étude de doc, que de la vidéo, que de la manipulation. C'est inspiré largement de Montessori, comme vous le disiez. Donc, ils adhèrent. Et vraiment, moi, j'ai vu des élèves rester 30 minutes sur des flashcards. 30 minutes. Ils ne voulaient pas arrêter. Qu'est-ce qu'il vous disait? On veut apprendre par cœur toutes les flashcards. C'est l'idée que c'est ludique, c'est l'idée qu'il y a un jeu, qui sont ensemble, qui peuvent jouer ensemble. Et c'est ça aussi, c'est l'âge social de Montessori. On leur permet de travailler ensemble. Et alors, permet de travailler ensemble, vous avez même poussé jusqu'à créer des week-ends de révision. C'est-à-dire qu'en fait, pour les 3e, ça, seconde, première? 3e, première, terminale. Pardon. Les classes à examen. D'accord, 3e, première, terminale, donc classe à examen. Ils partent 5 jours avec vous. Et qu'est-ce qu'ils font?
Et ben on part dans une maison de campagne en Normandie, on fait des révisions du bac, on fait des bacs blancs, on fait des oraux blancs, on fait des cartes mentales et on fait des balades philo dans la forêt, on fait des ateliers sur l'estime de soi, la confiance en soi, comment gérer le stress, comment hacker le cerveau le jour de l'examen quand on stresse un peu trop. Et on se découvre, comme ça ils apprennent à vivre ensemble, à trouver leur motivation, leur passion. Et peu importe du lycée d'où on vient, peu importe du quartier d'ailleurs et de la région. Peu importe, tout le monde peut venir, c'est le week-end de l'Ascension en Normandie, on peut s'inscrire sur le site internet Classe Autonome, on peut le trouver. Classeautonome.com classeautonome.wixsite.com/professeur Juline. Et ben, si vous l'avez retenu, c'est que vous êtes fort déjà. Super, merci en tout sur cas. Les réseaux sociaux, sur Instagram, vous me trouvez. J'envoie les infos. J'imagine. Julie Angtinro, voilà, préface de Sylvie Desclèpes, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Voilà, qui est là, la prof qui murmure à l'oreille des ados, la méthode qui les réconcilie avec l'école et avec les parents. Une méthode donc assez, j'allais dire, révolutionnaire. Peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas très efficace pour pouvoir penser et vivre. Oui, la posture est révolutionnaire, mais ce qu'on apprend, ça reste assez lambda. Bah, j'imagine c'est le programme de toute façon. Oui, on respecte complètement le programme et les attendus aux examens. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau édition Larousse pour ce livre que vous pourrez trouver donc, chez tous les bons libraires, évidemment. Merci mille fois d'avoir été avec nous. C'est à vous, cher ami, parce que vous allez nous dire où il faut aller ce week-end avec nos enfants. Oui. Ça peut vous intéresser, Juline? Tout à fait. Le vendredi, c'est ravioli, c'est aussi les sorties. Donc pour ce week-end et la semaine prochaine, eh bien, vos bons plans pour petits et grands, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va commencer par une comédie musicale à partir de 3 ans pour toute la famille. C'est Winnie l'ourson, le héros de notre enfance, en tout cas de la mienne. Ça commence vendredi prochain au Théâtre des Nouveautés à Paris. Voici la bande-annonce. Attention, elle est en anglais parce qu'il n'y en a pas encore en français, mais vous allez comprendre. Disons que pour le peu d'anglais qu'il y a, ça va. Il y a quand même beaucoup de musique, tout va bien. Oui, mais il fallait quand même que je prépare. Oui, non, mais bien sûr, évidemment. C'est un spectacle qui a cartonné partout où il est passé, dont voici le pitch. Christophe Robin a grandi et a rangé ses peluches au grenier dans un coffre. Sa fille Violette découvre ce coffre aux merveilles et va suivre Winnie et ses amis dans leur univers enchanté à la recherche de l'enfance perdue de son papa. Voilà, comme vous l'avez vu, il y a des marionnettes grandeur nature, des chansons, des chorégraphies, c'est très féerique. C'est donc chaque samedi et dimanche à 14h et du mardi au dimanche à 14h également pendant les vacances de la Toussaint. Direction Nice maintenant pour le Festival des abeilles. Les abeilles qu'il faut absolument protéger, bien sûr, elles sont indispensables à l'équilibre de la nature, on le répétera jamais assez, et c'est justement le but de cette journée qui est organisée au Parc Phénix de Nice, et en plus, l'entrée est gratuite. Vous pourrez y trouver de nombreux ateliers pour enfants autour du monde des abeilles et des plantes mellifères, donc des plantes qui font du miel évidemment, des spectacles, des stands de maquillage, des dédicaces de livres jeunesse, il y aura des jeux, des dégustations et des conférences autour de la biodiversité. Bref, c'est une belle journée, je trouve, à passer avec vos enfants autour de la nature et la nécessité donc de protéger ces abeilles. Et pour faire de vos enfants de vrais mélomanes et pourquoi pas de sublimes chanteurs et musiciens, rendez-vous au festival Le Grand Soufflet qui a ouvert ses portes à Rennes et dans ses environs d'ailleurs. Et c'est mercredi, je crois. 40 groupes, 70 concerts, 70 lieux dans 42 communes. C'est un festival qui est né en 1996 dont voici la bande-annonce. Alors, ce ne sont pas des groupes connus au sens strict du terme, mais c'est un des plus gros festivals de Bretagne. Et ils ont chacun, en fait, une identité très forte. Et ils reprennent des sons traditionnels, on l'a un petit peu entendu, pour les transformer en musique moderne. Il y en a vraiment pour tous les goûts, hein, je le rappelle quand même, 70 concerts. Et c'est en plus un festival durable et solidaire. Donc, toutes les infos, c'est sur legrandsoufflet.fr. Mais c'est que de la musique bretonne? Alors, c'est la musique bretonne, mais aussi un petit peu d'autres traditions et d'autres expressions. C'est un mix de plein de choses. Et pour les enfants, justement, pour les éveiller à d'autres sons, c'est très intéressant.
Comme d'habitude, un bon passionné de cinéma que vous êtes, évidemment, une sortie à ne pas manquer mercredi. Et c'est La Patte Patrouille. Alors, je ne peux pas dire si je suis passionné de cinéma, c'est La Patte Patrouille. On s'attendait peut-être à un Spielberg, mais non, La Patte Patrouille, c'est super bien. Moi, j'ai vu le premier, je me suis régalé, et là, c'est le deuxième opus. C'est l'histoire d'une météorite magique qui s'écrase sur Aventureville et qui donne à La Patte Patrouille des super pouvoirs, mais les choses dégénèrent lorsque Monsieur Ellinger, l'ennemi juré de nos amis, s'évade de prison et s'associe à un savant fou pour voler justement ses nouveaux pouvoirs et se les accaparer. Bande annonce. Un nouveau genre de héros Les super pouvoirs existent. crève le grand écran. Il faut qu'on se trouve un autre nom. Pourquoi pas La Patte Patrouille? Mais au mieux, avec un petit truc en plus. Ou bien alors, la super patrouille. Ça devait être mes super pouvoirs. Ça va chauffer. Je vais les reprendre un par un. Oh non, Nacha, je peux parler. J'ai tellement de choses à dire. Donne-moi ça. Que la fête commence. Tiens, qui voilà? Monsieur Ellinger. Il a mangé beaucoup de soupe. Voilà, c'est un film que je recommande à partir de 4 ans et même les adultes, c'est signé, vont passer un bon moment parce que c'est plein de belles valeurs, c'est plein de jolis messages sur l'acceptation de soi, l'esprit d'équipe, la solidarité, niveau animation, réalisation évidemment, c'est magnifique. C'est donc sorti le 11 octobre, mercredi qui arrive. Merci beaucoup, merci Louis. Vous souriez parce que vous savez qu'en fait je suis très premier degré sur le fait que j'aime La Patte Patrouille. Moi aussi j'adore La Patte Patrouille. On ira ensemble alors. Non. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invité est le musicien Ryan Sachs. Si t'es OK, on s'attaque à la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment consacrée à l'école. L'école, toi déjà tu y es un peu encore, puisque tu. Moi je suis encore à l'école. Bah oui. L'école française, quel regard tu portes dessus en termes de niveau, d'enseignement? Moi, si j'ai un truc à dire sur ça, c'est que je pense qu'à partir du début lycée, on devrait imposer une matière qui s'appellerait passion. Donc ça serait propre à chacun. C'est ça, ce serait une matière où justement les professeurs s'intéresseraient un petit peu à la passion des élèves et les aideraient, je pense, à les mettre en place, établir un plan, des étapes, etc. pour justement... parce que c'est hyper important, ça. L'école ne l'enseigne pas de garder notre passion. Je trouve que c'est important d'avoir son taf, c'est bien, mais il faut quand même qu'on ait une passion. Et d'essayer peut-être d'avoir un métier qui devienne la passion. Exactement, ça c'est vraiment le top du top. Mais avoir un taf juste ou travailler à l'école, faire des études pour exercer dans ce taf, qui peut être ta passion peut-être, tu vois. Mais généralement, c'est plus perçu comme... voilà, c'est un travail qui me plaît, mais voilà, sans plus. Ma passion, c'est d'aller faire du vélo, etc. C'est plus généralement en rapport avec le sport ou la musique. Essayer de s'intéresser à ça et de les aider justement à toujours être connecté à cette passion. Exactement. Donc ça s'appellerait passion, la matière. Ouais, passion. Passion. Voilà, simplement. Est-ce qu'il y a assez de place à la musique dans l'école française? Est-ce qu'on donne assez de place? Je pense qu'il y a la matière musique, c'est très bien. Après, je ne sais pas si mon discours il va être neutre parce que moi, du coup, je suis musicien et je suis de l'école du conservatoire. Mais je pense qu'on devrait un petit peu plus approfondir le truc. Et vraiment, parce que la musique, au lycée, c'est considéré comme une option en soi. C'est plus comme une matière de base. C'est au collège au collège, je crois qu'il y a... Oui, au collège, c'est musique, la matière. Mais au lycée, c'est plus une option qu'on choisit, en fait. Si et on tu veut penses qu'on devrait toujours continuer de l'imposer? Je pense que ouais, ça serait c'est le top, en fait, si on arrive à faire ça, parce que c'est hyper important aussi dans la vie de tous les jours. Et puis peut-être pour que les... Ah oui, bien sûr. Voilà. Tous les jours. Voilà. Donc, un monde sans musique, c'est chaud. Je pense qu'on n'écoute pas de musique, c'est qu'on est triste. Ouais, aussi. Mais on peut aussi écouter de la musique triste. Pour pleurer. Ouais, voilà. Pour l'école de demain, pour toi, non, on va redevenir joyeux. L'école de demain, pour toi, c'est quoi? L'école de demain, pour moi, c'est quoi? Ça ressemble à quoi dans X années? Putain, là, je sais pas du tout. Tu la vois pas futuriste?
Si, peut-être, du coup, avec une matière qui s'appellerait passion. Mais sinon, non, elle est bien, l'école. Enfin, même là, je la trouve en soi bien et peut-être un peu plus ouverte d'esprit. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes qui te regardent comme un modèle de réussite ? S'il y a quelque chose qui vous plaît, faites-le pour vous, pas pour les autres. Lâchez pas. La discipline, c'est plus important que la motivation. Et puis voilà, toujours avoir confiance en soi. Il faut penser pour soi et pas pour les autres. Voilà. Parmi les thèmes principaux de l'actualité de la rentrée, il y a la laïcité à l'école. Quel regard tu portes dessus ? C'est une question qui est délicate, ça. Mais oui, en soi, moi, je pense que tout le monde a le droit de vivre comme bon lui semble. J'ai jamais été dérangé par qui que ce soit. Donc, en soi, de n'importe quelle confession qu'on soit, pour moi, on a tous notre place. Donc, et ça nous regarde à nous-mêmes, tu vois. Donc, non, en soi, j'étais dans une école laïque et il n'y avait jamais eu de problème. Voilà. On parle aussi beaucoup de cyberharcèlement. Ouais. Toi, tu es très suivi sur les réseaux. Ouais. Est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de problème ? Non. Moi, vraiment, j'ai la chance d'avoir vraiment que des gens bienveillants. Après, oui, j'ai reçu des petits messages en mode de « Ouais, c'est pas vrai, tu souffles pas dans ton saxophone, tu fais du playback et tout. » Mais bon, en vrai, il faut toujours des personnes comme ça. Mais sinon... non, je te jure que j'ai reçu des trucs comme ça. Je te jure. Et non, sinon, non. En soi, j'ai la chance d'avoir des personnes bienveillantes. Et s'il y a des jeunes qui sont victimes de cyberharcèlement, tu leur dirais quoi pour se protéger ? Les réseaux, en vrai, c'est dangereux. Ça à utiliser avec des pincettes. Il faut faire attention à ce qu'on poste, parce que ça peut avoir des grosses retombées. Il faut faire attention à ce qu'on envoie, à qui on l'envoie aussi. Et si on est victime de ça, il faut en parler le plus rapidement possible pour se faire aider. Parler. Voilà. C'est le conseil qui revient tout le temps. Parler, peu importe à qui, mais parler. Ouais. Il ne faut pas avoir honte, en fait. Plus vite on en parle, plus vite c'est réglé, généralement. Voilà. C'est déjà la fin de l'émission, Ryan. Puis tard déjà. Il faut passer vite. Hein. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Avec plaisir, merci Malika. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Ciao. Merci Malika. Et à lundi, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. 70 000 repas sont servis chaque année dans les restaurants scolaires de Levallois. 70 000 70 000, je l'ai appris aujourd'hui, pour plus de 90% des enfants scolarisés. C'est 700 000, j'ai oublié un zéro ? Ah, c'est plus 700 000 alors. 700 000. Dans quelle mesure c'est un record ? Parce qu'on a déjà, je crois, 85% des parents qui laissent leurs enfants à la restauration scolaire. Parce qu'ils travaillent beaucoup. Je suis très... C'est-à-dire qu'il y a le repas du midi et aussi le goûter ? Alors, pour les maternelles, il y a le goûter. Ouais. Pour les élémentaires, ils viennent avec leur propre goûter. D'accord. Le goûter est offert par la ville pour les maternelles. Et puis, pour l'élémentaire... Alors, j'étais ce midi dans les restaurants scolaires. C'est-à-dire que, voilà, je vais vérifier que les enfants mangent. On en sourit parce qu'on en a parlé juste avant de commencer l'émission. Je suis très... Voilà, je suis la maman. Je vais faire... Vous allez goûter ? Je vais goûter. Je vais leur couper la viande quand certains ont du mal. Je vais leur faire leur lacet. Je suis... Voilà. J'ai cette chance. J'ai 3 enfants à la maison. Mais j'aime à dire que j'en ai 5 000 dans les restaurants scolaires dont j'essaye de m'occuper comme de mes propres enfants. Voilà. J'essaye de m'en occuper comme j'aimerais qu'on s'occupe des miens si j'étais pas à leur place, donc à ma place. Donc voilà, je vais voir si c'est salé, si c'est au goût d'un plus grand nombre. Voilà, je demande aux enfants, je leur explique parce qu'ils sont intelligents quand même. Hein. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas se passer de légumes. Donc quand ils aiment pas un légume, je leur demande OK, mais vous pouvez me dire ce qu'il faut mettre à la place. Et j'ai d'ailleurs créé une commission des menus enfants. D'accord. C'est-à-dire qu'on avait une commission des menus avec les RPE. C'est beaucoup de travail, je les remercie pour ça, parce que c'est 2 heures à chaque fois. 2 heures vraiment à disséquer chaque menu.
Alors après, il y a une autre crainte aussi qui est exprimée par les parents notamment. À l'ère de l'intelligence artificielle, ça vient un peu bousculer votre marché aussi. Est-ce que vous pensez que les élèves auront encore besoin d'un professeur particulier dans les prochains mois, dans les prochaines années? Alors écoutez, je ne suis pas devin, mais moi ce que je pense, c'est que le professeur, il y a le côté pédagogie, il y a le côté formation, il y a le côté savoir, mais il y a aussi surtout le côté humain, le côté motivation, le côté coaching. Et ça, nos professeurs, ça c'est impossible de trouver ça dans une intelligence artificielle, puisque nous, ce qu'on propose, c'est vraiment une rencontre entre le professeur et l'élève, pour que l'élève, il se dépasse en fait, vraiment. Et ça on peut pas y arriver sans un professeur incroyable. Le biais de négativité, donc c'est une tendance naturelle qu'on a à être davantage attentif à tout ce qui dysfonctionne, tout ce qu'on n'aime pas chez soi, chez les autres. Et à force d'être attentif uniquement à ces aspects, ça augmente les affects négatifs, donc les problématiques aussi d'anxiété, de dépression. Et dans les pratiques de psychologie positive, on va chercher à aider les personnes à élargir le champ attentionnel, donc à observer aussi les aspects satisfaisants du quotidien. Donc ça peut être des pratiques assez simples comme un journal d'attention. On va proposer aux personnes de noter chaque soir jusqu'à 5 choses satisfaisantes qui se sont passées au cours de la journée, ou encore le journal de gratitude qui a été énormément expérimenté par... Journal de gratitude, oui. On exprime sa reconnaissance. On propose aux personnes de noter jusqu'à 5 choses pour lesquelles elles éprouvent de la reconnaissance. Alors ça peut être des choses toutes simples du quotidien, quelqu'un m'a tenu la porte, quelqu'un m'a souri dans le bus, ou bien des choses plus importantes qui se sont passées, j'ai revu un ami de longue date, ou encore des choses liées à la nature, j'ai vu un beau paysage. Et donc, on inscrit ça dans son journal. Et il y a des effets. Donc, quand on réalise ce journal, au bout de 15 jours, on a des effets sur la réduction des symptômes anxieux et dépressifs, l'amélioration de la satisfaction par rapport à la vie. Et ces effets perdurent jusqu'à 6 mois après ce journal, qui nous aide en fait à observer davantage dans le quotidien les aspects qui souvent passent inaperçus, qui sont les aspects agréables, satisfaisants. On peut être satisfait d'avoir surmonté un obstacle, par exemple. Donc, ce n'est pas forcément des choses incroyables ou très positives. Comme mais c'est arrivé dans la vraie vie. C'est ça la différence avec la méthode Coué ou avec... Exactement. C'est ça. C'est que là, on prend des indices dans la vie réelle, donc ça peut difficilement être contesté. Tout à fait. Et en fait, on constate que les personnes, en faisant ça, au bout de quelques jours, elles ont déjà la capacité à observer beaucoup plus d'éléments du quotidien. Et ça permet en disant, aussi... finalement, c'est pas nul. Tout n'est pas nul. Exactement. L'inclusion, priorité des priorités, effectivement, dans toutes les villes de France. Madame l'adjointe au maire, dans les faits, l'inclusion, ça se passe comment pour une ville comme le Valois? Ça se passe que c'est très important. On a une classe autiste, on a des classes justement d'adaptation, on a des enseignants très motivés, très impliqués. Pour autant, on a des éducateurs aussi, nous, dans les centres de loisirs. On va pas se le cacher. C'est très compliqué. Je vous coupe, Madame l'adjointe. C'est compliqué parce qu'on en a reçu, semaine après semaine, on les reçoit, les parents. Et année après année, même c'est la 3e saison, ils sont totalement désœuvrés. J'ai quand même le sentiment que vous êtes plutôt bien lotis parce qu'il y a quand même bon nombre de villes qui peinent à trouver des professionnels. On peine à trouver des professionnels parce que ces consommateurs, c'est terrible. Mais effectivement, on ne peut pas mettre un animateur pour 8 enfants ou comme on le fait en primaire. Il faut un éducateur qui soit spécialisé, qui soit concentré sur l'enfant. Il faut le recruter. Bien sûr. Et puis, ces consommateurs de deniers publics, et l'État ne nous fournit pas forcément tous les moyens. Je déplore aussi, on va se parler, le peu de salaire des ESH et de leur reconnaissance. La difficulté d'en recruter, et pourtant c'est vital. Je crois qu'il est essentiel pour une ville et pour nos enfants que ces enfants soient inclus. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'éducation en France, qui est un peu bousculée? On parle beaucoup de harcèlement, cyberharcèlement. On parle aussi de la rémunération des enseignants. Si vous aviez quelque part demain les clés de l'éducation nationale, ou si vous aviez un souhait pour cette école aujourd'hui, quel serait-il? Évidemment que les élèves et les professeurs vivent mieux l'école. Ça, c'est ça le truc le plus important, c'est qu'effectivement, moi, ce que je peux noter quand je rencontre mes professeurs, c'est que je rencontre des gens passionnés dans leur matière. C'est des gens qui ont appris cette matière, qui ont envie de la transmettre et qui sont toujours un peu bloqués à l'école, ce qui me disent, écoute, moi, ma classe, j'ai 35 enfants, j'ai des gens qui ont tout compris, j'ai des gens qui sont complètement décrochés, mais je suis obligé de faire un cours standard pour tout le monde, plus les petits problèmes de discipline, donc c'est dur.
Et en fait, ils retrouvent goût en fait à leur passion et à la transmission quand ils font du cours particulier. Parce que c'est du cours sur mesure. Et là, du coup, ils peuvent avoir un élève qui est à l'écoute, faire vraiment du sur mesure. C'est ça qui manque en fait. Il faudrait réussir, mais j'ai pas la solution. Mais c'est pour passer un meilleur temps à l'école pour les élèves et les professeurs qu'on arrive à faire un peu plus de sur mesure et que chacun y trouve son compte. C'est la journée du sourire, la journée internationale. Je ne savais pas que ça existait. Hein. Exactement, mais la journée du sourire, c'est tous les jours. Hein, oui, tout le temps. Quotidien, tout le temps. Ouais. Vous savez que même quand on sort de l'émission, on a mal aux zygomatiques. Oui, c'est ça. Une petite crampe. Vrai, toujours, tous les jours. Même en régie, on nous le confirme. Vous savez combien de fois on sourit en moyenne pour un individu normal par jour? En moyenne, à votre avis? Donnez-moi une idée. Je ne sais pas, moi. 20 fois. 20 fois, oui. En moyenne. Et ça grimpe à 400 pour un bébé par jour. C'est quand même assez énorme. Alors cette journée a été inventée en 1999 par un artiste américain, Harvey Bale. Alors lui, d'ailleurs, en parlant de sourire, vous savez que le sourire sur le cerveau, ça peut générer l'équivalent comme si vous recevez 25 000 € en cash devant vous. Voilà, c'est les chercheurs américains qui ont démontré ça il y a 2 ans. Patron! Imaginez 25 000 €, un patron, 50 000, 75 000, 100 000. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous suivre si nombreux sur le canal 247 de la Freebox, canal 217 de la box Orange, schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions aussi de mes camarades, qui sont des émissions formidables à suivre. Je remercie particulièrement aujourd'hui à la réalisation Xavier Sanchez, le son c'est Maxence Mougin, le maquillage Laure Rodemont, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Loïc, on vous retrouve lundi? Oui. Et la chronique, ce sera sur? Ce sera sur l'origine de la couleur bleue, qui est aujourd'hui la plus utilisée quand on écrit avec des stylos, mais elle n'est pas arrivée en France avant le Moyen-Âge. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah, curieuse de savoir. Et aussi peut-être pourquoi on appelle le bleu bleu. Voilà, ou pourquoi on appelle le jaune jaune, le orange orange. On va faire un petite étymologie des couleurs. Ok, nous avons hâte. Merci beaucoup. Avant cela, vous pourrez peut-être, après, découvrir la Pâte Patrouille, justement, et toutes les sorties du week-end. Voilà, les abeilles à Nice et autres. Merci 1000 fois de nous suivre sur School TV. Très bon week-end et à lundi.